Fidel Castro, l'obsession du pouvoir, par Elisabeth Burgot et Laurence Debray. Castro écrit en toute hâte une missive à sa compagne Celia Sanchez. Il est alors planqué dans la Sierra Maestra depuis 6 mois. En voyant tomber les obus sur la maison de Mario, un paysan qui collaborait avec la guérilla, je me suis juré que les Américains allaient lui payer très cher. Quand cette guerre s'achèvera, une autre guerre bien plus longue et importante commencera. La guerre que je vais faire contre eux. Je sais que là sera mon véritable destin. Voilà jeter la ligne maîtresse de sa politique. Le développement économique de l'île ou le bien-être des Cubains ne constitueront guère sa priorité. Son obsession sera l'état de guerre permanent avec les États-Unis, sa chasse gardée, la transformation de son île caribéenne en puissance internationale, émancipée du puissant voisin. À sa naissance en 1926, l'amendement Platt officialisant un droit d'ingérence de Washington dans les affaires cubaines est encore en vigueur. Cette blessure dans l'orgueil national reste vive. Comme la blessure personnelle d'être né bâtard. À l'image de son pays, Castro est en quête de vengeance et de réparation. Cet anti-américanisme explique en partie l'incroyable popularité, puis la mansuétude, dont Fidel a bénéficié auprès d'un Occident également fasciné par l'imaginaire d'un guerriero volubile et jovial, frère d'armes du mythique Che. Un imaginaire qui emprunte autant à Cervantes qu'à Robin des Bois. Rarement un dictateur aura réussi un tel écart entre son image et la réalité d'un pouvoir cynique et impitoyable devant son maintien à la ruine de son économie et à l'élimination de ses rivaux réels ou soupçonnés. Le révolté. Juif, crie-t-on au jeune Fidel dans son école mariste de La Salle, à Santiago. Car dans la catholique Cuba, un enfant non baptisé est forcément juif. À 8 ans, le mécréant est enfin accepté au sein de l'église. Il s'appelle alors Fidel Rousse, né de père inconnu. Ce n'est qu'à l'âge de 14 ans qu'il pourra enfin s'appeler Fidel Castro Rousse. Son père, Ángel Castro, fils d'agriculteur galicien, est parti à Cuba en 1895 comme conscrit, à la place d'un héritier de la bourgeoisie locale. Il va défendre le dernier joyau de la couronne espagnole menacé par les indépendantistes cubains, les Mambis, qui ont appelé les États-Unis à leur secours. En 1898, il ne reste plus rien de l'Empire espagnol, où jadis le soleil ne se couchait jamais. Et Cuba, dévastée, est privée de son indépendance. Ignorée par les Américains venus libérer l'île, les patriotes cubains ne sont même pas présents à la signature du traité de Paris, le 10 décembre 1898. Celui-ci met fin à la guerre entre les États-Unis et l'Espagne, qui a capitulé sans condition. Washington impose à Cuba, en 1901, l'amendement Platt, un droit d'intervention dans ses affaires intérieures, en vigueur jusqu'en 1934, soit l'officialisation d'une vassalisation. Cuba, frustré, restera à jamais dépourvu de mythe fondateur, et n'est même pas aux commandes de son destin. Un traumatisme national sur lequel le dictateur, qui a battu le record de longévité au pouvoir, appuiera son anti-américanisme. Endurci par 3 ans de combat, Ángel Castro retrouve une Espagne humiliée. Sa fiancée ne l'a pas attendu, et la misère ravage sa Galice natale. Il repart rapidement à Cuba pour échapper à sa condition. Analphabète, mais rusé et vaillant, il profite de l'essor de la canne à sucre dans la région orientale de l'île, impulsé par la toute-puissante United Fruit Company, grâce au parrainage d'un Espagnol, Fidel Pino Santos, conseiller municipal et cadre du Parti conservateur, il loue puis achète méthodiquement des terres. Il se forge vite la réputation de traiter durement les coupeurs de canne haïtiens et d'être intraitable en affaires. En quelques années, il peut se construire une maison en bois sur pilotis, sur le modèle galicien, où le bétail dort au-dessous de la chambre du maître. Et pour parfaire son nouveau statut de grand propriétaire terrien, il se marie à l'institutrice de l'école américaine, Maria Luisa Argota, une femme douce, cultivée et bien élevée, qui lui donne un vernis social. Mais selon son fils Fidel, ce n'est pas pour autant qu'Ángel Castro apprendra à lire et écrire. Le couple a 2 enfants, Pedro Emilio et Linda. Maria Luisa accepte dans son foyer la présence d'une domestique, Lina Rousse, descendante de métis, illettrée et énergique, de l'âge de sa fille, soit 14 ans. Ángel exerce son droit de cuissage. Une première fille légitime naît, Angela, qui serait élevée chez sa grand-mère, dans un taudis aux abords de la propriété, puis un deuxième garçon, Ramon. Ne supportant pas la cohabitation avec Lina, la maîtresse de maison, part s'installer à Santiago, la capitale régionale, sous prétexte de mettre ses enfants dans un collège prestigieux. Lina s'impose alors comme la nouvelle patronne. Fidel naît le 13 août 1926, à Biran. Ce n'était pas un village, même pas un hameau, juste quelques maisons, raconte-t-il. Il porte le prénom du meilleur ami de son père et futur parrain, Fidel Pino Santos, devenu entre-temps député. Un autre fils, Raúl, suivra 5 ans plus tard, le petit frère que Fidel protégera toujours.
2 filles compléteront le clan, Juanita et la cadette Agustina. Maria Luisa entame une procédure de divorce qui pourrait mettre en péril la finca. Cette procédure, rare à l'époque, provoque un scandale dans la région. Angel Castro organise volontairement sa faillite et place ses enfants illégitimes à Santiago, chez Luis Iber, consul d'Haïti et négrier pour les planteurs de canne à sucre. Fidel, âgé de 4 ans, se sent abandonné. La vie chez son tuteur est aride. 3 ans plus tard, il est envoyé à l'internat, où il devient un élève insolent et bagarreur, qui évacue son énergie débordante dans le sport. Il rentre à Biran pour les grandes vacances, mais la maison paternelle lui est encore fermée. Il habite chez sa grand-mère, où il retrouve un peu de chaleur maternelle. Il voit passer son père sur son cheval, au loin. Ce n'est qu'à 10 ans, une fois la procédure de divorce achevée, que le jeune Fidel va voir ses parents ensemble pour la première fois. Ce n'est pas pour autant qu'il se rapproche de son père, un homme froid et ombrageux, plus préoccupé par sa priorité et son bétail que par sa progéniture. 4 ans plus tard, grâce à la nouvelle constitution de 1940, promulguée lors de la première présidence du général Fulgencio Batista, la plus avant-gardiste du continent latino-américain, qui reconnaît notamment le divorce, l'opprobre ne pèse plus sur la famille. Fidel n'est plus un bâtard. Il est scolarisé dans le prestigieux collège jésuite de Belén de la Havane, où il se soumet facilement à l'atmosphère austère et studieuse. Il se forme à la dialectique, aux retraites spirituelles, aux longues marches en montagne. Les frères jésuites sont tous espagnols et franquistes, comme son père qui admire Franco, un Galicien, comme lui. Ils suivent malgré la distance les événements de la guerre civile espagnole. Fidel est fasciné. Il aime d'emblée la guerre et l'histoire. Après l'école, au lieu de jouer, je laissais mon imagination vagabonder. J'imaginais des guerres. J'étais passionné de récits historiques. Il n'hésite pas non plus à s'adresser aux puissants. À 12 ans, il envoie une étrange missive dans un anglais sommaire, au président Roosevelt, dans laquelle il lui réclame $10 contre les plans d'une mine de nickel, rapporte son biographe Serge Raffi. Une demande qui restera vaine. L'élève studieux poursuit ses études brillamment avec une soif de réussite difficile à assouvir, même au basket où il se révèle très mauvais perdant. Il est repéré par Rafael Diaz-Balart, responsable des jeunesses de Batista, et Fidel, lui, a repéré la sœur du jeune politique, Mirta. Rafael lui propose de le rejoindre dans son mouvement, mais Fidel hésite. Ce Batista, militaire, fils de métis d'origine modeste, natif de la même région que lui semble trop démocrate et consensuel. Le Parti communiste cubain fait même partie de son premier gouvernement, entre 1940 et 1944. Fidel s'inscrit en droit à l'université de La Havane, en pleine ébullition. Des guerres de bandes déchirent les étudiants. Il papillonne parmi les différentes organisations politiques, s'affichant autant avec le Capital que Mein Kampf sous le bras, et surtout la technique du coup d'État de Malaparte. Il cherche à se faire remarquer et se fait vite des ennemis. On l'accuse d'avoir tenté d'assassiner un rival. Son ami, Diaz-Balart, le planque en attendant que l'affaire se tasse. Toujours en quête d'aventure et de notoriété, il se joint en 1947 au projet d'invasion de Saint-Domingue visant à chasser le dictateur Trujillo. 1200 Cubains, Dominicains et Portoricains embarquent sur 4 bateaux et ils reçoivent une instruction militaire sommaire en attendant l'attaque. Repéré par la CIA, la petite troupe doit fuir sur des canaux ou à la nage. Fidel racontera qu'il aurait survécu aux requins, édifiant déjà sa légende. Il tire les conséquences de ce fiasco. Impossible de prendre le pouvoir sans leader charismatique, ni préparation méticuleuse. Il retourne à La Havane alors que le président Ramón Grau San Martín laisse le pays s'enfoncer dans la corruption et l'agitation. Fidel Castro s'est trouvé un mentor, le sénateur Edith Chivas, qui captive les foules le dimanche soir dans son émission de radio. À la tête d'un nouveau mouvement, le parti orthodoxe, ce dernier est donné favori à la présidentielle. Dans l'impossibilité de fournir des preuves de corruption dont il avait accusé un ministre du gouvernement, il se donnera la mort, en direct, à la radio, se tirant un coup de revolver après un discours tonitruant. Fidel apprend à fomenter des coups d'éclat, toujours en quête de célébrité. Il s'obstine à déplacer la cloche de bronze, la Demaragua, comme on l'appelle communément, symbole de l'indépendance de l'île, lourde de 140 kg, de la ville reculée de Manzanillo à La Havane, soit un parcours de 1000 km. L'occasion d'appeler à l'insurrection générale. Avec quelques complices, Fidel arrive à ses fins. Devant des milliers d'étudiants médusés, il fait son entrée dans la capitale, le 3 novembre 1947, à bord d'une décapotable où trône la fameuse cloche. Du haut de ses 21 ans, il exhorte la foule, mais sans résultat. Le parti orthodoxe ne le soutient pas. Persuadé de gagner les prochaines élections, ce dernier ne tient pas à semer le trouble dans le pays. Mais l'agitateur a du mal à contenir son ambition démesurée et persiste dans son activisme. Il se rend à Bogota, où se tient la conférence de l'Organisation des États américains et le congrès des étudiants anti-impérialistes d'Amérique du Sud.
Alors qu'il déambule dans les rues de la capitale colombienne, le populaire chef de l'opposition, Jorge Eliezer Gaitán, qu'il avait rencontré la veille, est assassiné. Fidel Castro jubile. Il se retrouve au cœur d'une insurrection, mais elle est réprimée dans le sang. Il rentre vite à Cuba, où il ne manque pas d'enjoliver son rôle dans ce qu'on connaît comme le Bogotazo. L'affaire de meurtre est classée sans suite, mais son père lui coupe les vivres. Fidel se raccroche alors à son ami Rafael Diaz-Balart et à sa jolie sœur Mirta, inscrite en cours de philosophie. Le mariage est célébré, contre le gré du père de la mariée, ami intime de l'ancien président Batista, qui participe très largement à la dot. Les tourtereaux s'envolent pour Miami et New York, en voyage de noces. De retour, Fidel fuit le foyer conjugal pour replonger dans le combat politique. Même la naissance de son fils Fidelito ne le retient pas. En 1949, il passe 3 mois dans la clandestinité à New York, les 3 mois les plus secrets de son existence. Après cet exil nord-américain, il travaille nuit et jour pour passer ses examens de droit. Il envisage même de demander une bourse pour poursuivre ses études dans un collège américain, mais échoue dans une matière, ce qui l'empêche de partir. Avec 2 confrères, il ouvre entre 1950 et 1952 un cabinet d'avocats où il défend les plus désargentés, ce qui ne lui donne pas de quoi subvenir aux besoins de Mirta et Fidelito, en pleine détresse. Ce détail domestique ne le soucie guère. Le rebelle. Grâce à l'entremise de son beau-frère Diaz-Balart, Fidel, 26 ans, au teint pâle de Galicien, à l'allure raide et à la carrure massive et sportive, rencontre pour la première fois le général Batista, quinquagénaire rondouillard, métis et jouisseur. L'ancien président fait miroiter au jeune avocat une place dans son futur gouvernement en échange de son appui. Mais Fidel lui déclare qu'il s'opposera à lui s'il tente un coup d'État. Le 10 mars 1952, en plein carnaval, Fulgencio Batista prend le pouvoir sans déclencher de réaction des Cubains, las de l'anarchie et de la violence des gangs politiques. Le président Carlos Prio Socaras s'envole pour le Mexique. Aucun bain de sang ni règlement de compte. Même le PC ne réagit pas. Batista a certes bafoué la légalité constitutionnelle, mais il n'a pas pour autant instauré un régime tyrannique. Il n'aspire qu'à favoriser le développement économique de l'île avec le soutien des États-Unis. Fidel s'attelle alors à constituer un mouvement d'action directe, avec les déçus des partis traditionnels, tous corrompus, qui souhaitent en découdre avec l'usurpateur. Alors que son beau-frère est nommé vice-ministre de l'Intérieur, il s'entraîne au maniement des armes dans les sous-sols de l'université. Fidel prépare sa révolution, dont le programme se limite à quelques formules empruntées à José Martí, fondateur en 1892 du Parti révolutionnaire cubain, qui aspirait à la fondation d'un nouveau peuple et à l'équilibre des forces sociales. Comme il n'a pas les moyens d'acheter des armes, il va tenter de les voler, en attaquant la caserne de la Moncada, à Santiago, le 26 juillet 1953. L'épopée glorieuse tourne à la débandade. Le bilan est terrible. 60 assaillants meurent, victimes de leur impréparation, et 30 sont emprisonnés. Mais Fidel se retrouve, ravi, au centre de l'actualité. Et protégé par Mirta, son épouse délaissée, qui contacte Batista et fait appel à sa clémence. Malgré sa plaidoirie époustouflante de 2 heures, Castro est condamné à 15 ans d'emprisonnement sur l'île des Pins, où il jouit d'excellentes conditions de détention. En quelques mois, il cumule une bibliothèque de 500 volumes et écrit son manifeste, l'Histoire Maquitra. Sous la pression de sa femme et de sa mère, une amie des parents de Batista, Fidel est amnistié dès le 15 mai 1955. Selon un expert de la CIA, Castro est le meilleur rempart contre le péril rouge à Cuba. En d'autres termes, il ne faut pas en faire un martyr, mais un opposant présentable qui mettrait hors jeu le PC. À peine sorti, après 22 mois de détention, le rebelle officialise son mouvement, M26, en référence à l'attaque de la Moncada. Cuba est à nouveau en proie à ses démons. Attentats, assassinats, corruption, anarchie. Castro attise la situation en espérant que Batista suspende les libertés constitutionnelles, une justification à un soulèvement. La police ayant l'ordre de l'arrêter, il s'envole cette fois pour le Mexique, où il fait une rencontre déterminante. Le médecin argentin Ernesto Guevara deviendra son indispensable complice. Puis il part aux États-Unis, lever de l'argent auprès d'exilés cubains, auxquels il déclare être à la tête d'une armée de libération. Il peut tout juste compter sur 80 hommes, dont le plus zélé, son frère cadet Raoul, et un yacht de 14 mètres, le Granma. L'épopée. Le 2 décembre 1956, Fidel débarque à Cuba avec ses insurgés, après avoir survécu à 7 jours de tempête. Ils sont cueillis par l'armée. Castro s'enfonce dans la Sierra Maestra, avec la vingtaine de survivants. Grâce à l'arrivée de renforts et à l'évangélisation des paysans du coin, le commandante peut compter sur des centaines de dévots qui occupent la zone libre. Une micro-société se sédentarise, avec ses règles hiérarchiques. Un tribunal révolutionnaire règle les contentieux de manière expéditive, souvent impitoyable. Ce sont des Robespierre qu'il faut à Cuba,
beaucoup de Robespierre, s'exclame Castro, qui ne cache pas le caractère radical de son entreprise. Il a déjà compris la puissance des médias, n'hésitant pas, quand l'un des fameux éditorialistes du New York Times, Herbert L. Matthews, débarque à assurer la mise en scène. Il demande à ses hommes de se déplacer sans cesse pour faire un nombre, d'avoir l'air débordés alors qu'ils n'ont rien à faire, ou d'être porteurs de nouvelles importantes en provenance de différents fronts. Matthews est persuadé que Castro commande des dizaines de colonnes armées établies sur un large territoire. Il en fera le Robin des Bois de Batista, incarnant les espérances d'un peuple cubain martyr. Les autres médias américains suivront, et grâce à sa radio Rebelde, Castro distille sa propagande et commence à parler de l'homme nouveau, dans la lignée de Lénine. Myrtha, ouvertement trompée et lasse du caractère de plus en plus colérique de son époux, a demandé le divorce. Qu'importe. La dévouée et fortunée Nati Revuelta, femme d'un éminent cardiologue de la Havane et militante du parti orthodoxe, a succombé au charme de Castro, déjà flanquée de son légendaire tri. Elle n'est pas la seule. Celia Sanchez, efficace organisatrice et stratège austère, devient incontournable. Elle occupe une place à part parmi les innombrables conquêtes féminines de Fidel. On lui connaîtra une dizaine d'enfants. Mais il est avant tout marié à sa révolution, et il ne doute jamais de son destin, alors que l'aviation bombarde ses positions et que l'armée progresse grâce à des embuscades. Son père est décédé, mais sa mère continue à implorer l'indulgence de Batista à l'égard de ses deux fils. Bizarrement, ce dernier se montre longtemps clément et redonne des cessez-le-feu épisodiques. Malgré l'armement envoyé par les Américains, le régime n'arrive pas à pacifier l'île. Attentats, sabotages, assassinats persistent. Et Batista persévère, répondant à la violence par la terreur. Washington commence à le lâcher. D'autant plus qu'il a osé autoriser les Cubains à ouvrir leur propre moulin à farine, remettant en question le monopole américain. Il a même attribué à une entreprise française, la Société des Grands Travaux de Marseille, la construction du plus long tunnel de la Havane. Il avait pourtant transformé la capitale en un Las Vegas tropical, immortalisé dans le film de Coppola, Le Parrain, et souvent cédé aux désirata américains, propriétaires de la moitié des terres cubaines, au point d'être surnommé Mr. Yes. Fidel Castro n'a pas le monopole de l'opposition au régime dictatorial. Des leaders étudiants ont fondé le Directoire révolutionnaire, le DRE, et s'attellent à la résistance cubaine. À la suite de l'échec de la grève générale du 9 avril 1958, Fidel Castro, isolé dans sa montagne depuis 16 mois, réussit la gageure de placer toutes les organisations de l'opposition sous l'égide du M26. Le pacte de Caracas, qui renforce le manifeste de la Sierra Maestra, déjà signé avec le parti orthodoxe le 12 juillet 1957, scelle l'alliance de la résistance à Batista. Seul le parti communiste en est exclu. Les signataires s'engagent à rétablir les normes constitutionnelles. Gouvernement civil, élections, retour à la Constitution de 1940. À l'issue d'une insurrection armée menée par Castro, désigné commandant en chef des forces armées de la Révolution, il s'imagine renouer avec la démocratie via la lutte armée, sans savoir que Fidel, le mal nommé, mène parallèlement des pourparlers secrets avec le Parti communiste, qui aboutiront à un pacte confidentiel d'unité. Le jovial guerrier cache déjà un maître dans la manipulation. On dit qu'elle aurait tenté de voir Batista avant son départ imminent, alors que les troupes rebelles poursuivent leur avancée sur Santiago. À Noël 1958, les colonnes de Camilo Cienfuegos et du Che ont rallié la moitié de l'île. Le 31 décembre, peu après minuit, Batista fuit et Castro compte bien profiter sans attendre du vide du pouvoir. Le 2 janvier 1959, il entre en triomphateur dans Santiago, tandis que ses lieutenants marchent vers la Havane. L'enfant du pays, qu'on a traité de bâtard et de juif, tient sa revanche. Le libérateur est adulé, et le pays s'offre à lui sans résistance. Une armée improvisée de 3000 hommes, dont la moitié recrutée dans les 3 derniers mois, vient de soumettre 7 millions d'habitants. À son arrivée à la Havane, Castro entame son premier discours fleuve, dont il fera sa marque de fabrique. Sa voix grêle de soprano envoûte la foule. 2 colombes blanches arrivent opportunément sur son épaule. Une intervention divine ? Une mise en scène orchestrée à merveille, plutôt. Le leader providentiel ne néglige aucun détail de la scénographie. L'emprise. Le directoire révolutionnaire s'est emparé du palais présidentiel et s'imagine encore pouvoir négocier un partage du pouvoir. Or, Castro, qui a le monopole de la force, décrète que la révolution est source de droit. Il réorganise l'armée, qui sera mise sous la coupe de son frère dévoué, Raoul. Nomme un gouvernement parallèle, dissout l'Assemblée nationale, rétablit la peine de mort, confisque des biens et demande des élections, pour quoi faire ? Il régnera désormais en maître absolu. En un mois, il a abrogé tout contre-pouvoir. Une justice expéditive supprime un millier de Cubains pour délits antirévolutionnaires.
250 000 autres prennent les routes de l'exil. Au sein du M26, tout responsable qui pourrait lui faire de l'ombre ou être en désaccord est évincé de la direction. Le barbudo Camilo Cienfuegos, sûrement trop populaire, meurt dans des conditions obscures. La révolution dévore ses propres enfants, la liste sera longue. Castro continue à brouiller les pistes, comme si le pouvoir absolu n'était pas un but, mais un art, une partie d'échec entre lui et le monde. Il se rend à Washington, en avril 1959, où il rassure l'opinion publique. Il joue au révolutionnaire tranquille, et répète qu'il n'est pas communiste. Pendant ce temps, il envoie 400 militants cubains à Moscou pour suivre une formation accélérée en contre-espionnage, et à son retour des États-Unis, il impose au pas de charge une réforme agraire qui prend les allures d'une collectivisation forcée. Les paysans, qui espéraient la propriété de leurs lopins de terre, deviennent des fonctionnaires de coopératives d'État. L'INRA, l'Institut national de la réforme agraire, qu'il préside, se dote d'une armée rurale, en charge de veiller à l'implantation de sa réforme. Dans les villes, des milices surveillent chaque centre de production et des CDR, des comités de défense de la Révolution, chaque pâté de maison. Purger le pays de ses gousanos, ses vers de terre, c'est-à-dire les exilés ou candidats à l'exil, les dissidents, les traîtres, mais aussi les homosexuels, devient le principe organisateur de la société castriste, et le système répressif cubain l'un des plus sophistiqués et cruels du monde. El Comandante évite soigneusement d'évoquer la guerre civile qui enflamme les 6 provinces de l'île. Dès 1959, des paysans déçus par la réforme agraire, des catholiques et des démocrates s'organisent en guérilla rurale qu'on appellera plus tard la guerre de l'Escambray. Elle aurait fait 3000 morts du côté des insurgés et mobilisé plus de 100 000 hommes durant 4 ans. À ce contexte insurrectionnel intérieur s'ajoute le débarquement en avril 1961 dans la baie des Cochons de 1500 Cubains exilés aux États-Unis, armés grâce à la CIA. Cette troupe avait l'intention de soutenir l'opposition interne au régime. Vite neutralisée, elle sera l'occasion pour Castro d'accélérer la mise au pas du pays. 100 000 personnes seront arrêtées lors de rafles, et surtout de demander la protection de l'URSS pour se mettre à l'abri du menaçant voisin. Eisenhower réduit le quota de sucre acheté habituellement à un prix supérieur à celui du marché. Castro rétorque en nationalisant les entreprises et les banques américaines. L'embargo commercial sur les exportations de biens américains, à l'exception des médicaments, est décrété en rétorsion, et les relations diplomatiques rompues en janvier 1961. Cet embargo servira de légitimation à un régime désormais en guerre permanente contre l'impérialisme yankee. Même si ses dirigeants anti-impérialistes étaient pétris de culture impériale, habitués à l'American Way of Life, férus de baseball, d'ice creams, de comic strips, retournant en haine un amour déçu, pas plus américano-maniaque et américanophile que Fidel Castro. Les enfants de Bolivar s'entraînant à ne jurer que par Marx, lequel détestait Bolivar, explique Régis Debray. 3 mois après sa victoire de la baie des Cochons, Castro déclare opportunément le caractère socialiste de sa révolution. L'URSS de Khrouchtchev s'engage alors à acheter à Cuba 425 000 tonnes de sucre, à lui livrer du pétrole et à lui fournir une assistance technique industrielle. L'idéologie marxiste est vendue au prix fort. Cuba occupe désormais une place de choix dans la guerre froide. De satellite américain, elle devient kolkhoz tropicale. Moscou envoie à sa nouvelle protégée des missiles nucléaires à 200 km des côtes américaines. La crise des missiles, en octobre 1962, met le monde au seuil d'une guerre nucléaire. Cuba en est l'épicentre, mais Fidel Castro est furieux de ne pas faire partie des négociations entre Washington et Moscou. L'accord se fera à ses dépens. Or, lui, veut faire partie des grands. Le conquistador rouge. Cuba est un précaré, trop petit pour ses ambitions galopantes. L'exportation de sa révolution deviendra son obsession, comme un roi qui tient à étendre son royaume. Dès le 23 janvier 1959, soit 2 semaines seulement après avoir conquis le pouvoir, Castro se rend à Caracas pour exhorter les Vénézuéliens à faire de même, alors que le Venezuela vient de renouer avec la démocratie. Cuba enverra des armes et des hommes pour fomenter un foyer insurrectionnel, Foco, non seulement au Venezuela, mais aussi au Pérou, au Guatemala, en Colombie, en Argentine, en République dominicaine, en Bolivie et au Brésil. Castro met en application le foquisme, la théorie castro-guévariste de la lutte armée qui met en avant le rôle d'une avant-garde révolutionnaire soutenue par la paysannerie, sans relais nécessaire d'un parti communiste ou du prolétariat, qui va à l'encontre du dogme marxiste de Moscou. Cherchant toujours à tenir le premier rôle international, il devient le leader des non-alignés, en organisant à La Havane, en janvier 1966, le sommet de la Tricontinentale, où il réunit sous son aile un tiers-monde en quête d'indépendance et de représentation politique.
Malgré les échecs successifs des foyers insurrectionnels latino-américains, à l'exception du Nicaragua avec la révolution sandiniste, financée et organisée par Cuba, Castro persiste et ne limite plus son ambition à son seul continent. Il soutiendra le FLN algérien et enverra des unités en Afrique. Congo, Éthiopie, Somalie, Yémen, Guinée-Bissau et Angola surtout, où 300 000 volontaires sont expédiés entre 1975 et 1989. L'URSS fournit l'équipement militaire tandis que Cuba paie le prix fort en hommes, des combattants noirs pour la plupart. 3400 morts, 10 000 blessés, sans compter les milliers qui reviennent malades du sida. Pour ses activités clandestines, Castro forme une armée redoutable d'agents. Les meilleurs du monde, dit-on, avec les services israéliens et américains. Des centres d'entraînement sont semés partout, dont le plus célèbre est Punto Cerro, à Cuba. Le vice-ministre de l'Intérieur, Manuel Piñero, dit Barberousse, dirige la logistique, faux papiers, achats d'armes, etc., au sein de l'incontournable département d'Amérique, qui parvient à infiltrer des agents dans les plus hautes sphères internationales. Le cas le plus notoire est l'américaine d'origine portoricaine Ana Belén Montes, chargée du dossier cubain au sein même du Pentagone, qui transmettra des informations classifiées secret défense à La Havane durant 16 ans. Elle sera arrêtée en 2001 et condamnée à 25 ans de prison. La politique internationaliste de Castro va évoluer, passant de guerrier héroïque au bon samaritain, de la Kalachnikov au vaccin. À partir des années 2000, s'inspirant du modèle des ONG, Cuba envoie des médecins et des professeurs aux pays frères, en particulier au Venezuela de Chavez et au Brésil de Lula. Partie visible de l'iceberg, ils vont assister le peuple, soigner les pauvres et intervenir politiquement dans les affaires intérieures grâce aux conseillers qui les accompagnent. Ce service humanitaire est payé en devises étrangères, des revenus indispensables au régime depuis la chute du mur de Berlin. Car avec l'effondrement de l'URSS, selon Castro, Gorbatchev a trahi la révolution en initiant la perestroïka sous l'influence de la CIA. Cuba ne peut plus compter sur les subsides russes et est condamné à la faillite. Le fiasco. En 1958, à la veille de la chute de Batista, le PIB cubain était le 3e d'Amérique latine, après le Venezuela et l'Uruguay. Le budget attribué à l'éducation atteignait 23%, soit le plus important du continent, dédié notamment à la lutte contre l'analphabétisme, qui concernait 18% de la population, contre 33% au Mexique à la même époque. Et l'espérance de vie était une des plus élevées du continent. La propagande castriste s'est ensuite chargée d'établir la version officielle d'un Cuba pauvre, insalubre et illettré, que la révolution aurait réussi à guérir et éduquer. Si on ne peut pas nier la généralisation d'une médecine et d'une éducation gratuite, on ne peut davantage passer sous silence le rationnement imposé depuis 1961 et l'échec du décollage économique, consécutif à l'interdiction de la propriété privée et des petits commerces, et au fiasco de la fameuse Zafra de los 10 millones, la récolte des 10 millions. En 1970, tous les moyens de production sont mobilisés pour réussir la plus grande récolte de sucre, en vain. Cuba en est aujourd'hui réduite à importer du sucre alors qu'elle était, dans les années 70, le principal exportateur mondial. Castro impose ses lubies à une économie exsangue. En 1967, il souhaite transformer l'île en une puissance productrice de lait. Il vient de vendre ses mémoires, qu'il n'écrira jamais, à l'éditeur italien Feltrinelli. Avec son avaloir d'1 million de dollars, il achète au Canada un taureau de la race Holstein, le dieu du sperme, dit-on, nommé Rosafé. Il souhaite inséminer des vaches cébou, seule race à supporter le climat tropical, afin d'obtenir une race hybride capable, selon Castro, devenu expert, de produire au moins 60 litres de lait par jour. El Comandante demande à l'un des meilleurs généticiens anglais de se charger de cette expérimentation loufoque. Ce dernier explique à son commanditaire que son projet est voué à l'échec. Il est accusé d'être un agent de la CIA et expulsé de Cuba sur le champ. Le visionnaire rêve toujours à grande échelle. Cuba doit produire plus de lait que la Hollande, plus de fromage que la France et plus de viande que l'Argentine. L'île passe alors de 6 millions de vaches laitières à 2 millions. Niant ce désastre, Castro érige une statue grandeur nature de Rosafé, déclaré père du bétail cubain. Auparavant, il aurait voulu produire massivement des fraises, dont il raffolait, inspiré par la femme de l'ambassadeur de France qui en cultivait dans son potager, ou encore faire planter par des enfants des graines de caféier autour de la Havane, au détriment de leur scolarité et du bon sens paysan. Le pays est sa châtellenie, l'État son patrimoine. Il l'administre comme un latifundiste son hacienda. Le budget national, sans discussion ni contrôle public, ni même comptabilité, est sa cassette personnelle. La cour, son parti communiste. Le commandant en second, son frère cadet Raoul.
Ni vie privée, ni vie de famille, ni maison, ni petite fête. Le chef n'est ni un mari, ni un père, ni un fils. Il est chef à temps plein, résume Régis Debray. Castro sillonne le pays à cheval, au point qu'on l'appelle El Caballo. Sans programme ni emploi du temps, entouré d'une escorte en treillis d'une dizaine de guajiros et de son médecin personnel, René Valero, Fidel n'a pas de bureau. Il n'a pas de maison non plus. Il se repose au 11e étage d'un immeuble de l'élégant quartier résidentiel d'El Vedado, où il a laissé quelques livres et effets personnels. Sa chambre est monacale. Un lit étroit, une table de chevet et une lampe. Sur le balcon, des machines de musculation trônent pour son entraînement quotidien. Nul ne sait quand il va y passer. Il disparaît et apparaît sans prévenir, savamment imponctuel. Un rapide entretien peut durer 16 heures, ou une visite officielle être écourtée sans explication. Dans les sphères de décision, l'initiative la plus anodine, dépendant d'un ordre express du réfet, tout le monde déréglait sa montre sur ses allées et venues totalement imprévisibles, en sorte que ces retards légendaires, amplifiés par ceux des intermédiaires, se répercutaient du haut en bas de la chaîne, ironise le même témoin. Tout prend donc beaucoup de temps à Cuba, et la logorée du leader Maximo s'accorde à la temporalité de l'oralité. Des anecdotes, des diatribes enflammées qui peuvent durer 10 heures d'affilée, avec toujours l'identique épilogue Patria o muerte, venceremos. Le soir, Fidel Castro rend visite à ses invités spéciaux, avec lesquels il parle politique jusqu'à l'aube. Vers 6 heures du matin, il disparaît pour aller se coucher. Mais à 11 heures, il est déjà de retour, avec un rouleau de dépêches d'agence de presse sous le bras, au courant de l'actualité mondiale, aussi bien en France qu'au Chili, au Vietnam, au Mozambique, ou, ce qui compte le plus à ses yeux, aux États-Unis. Infatigable et minutieux, il supervise tous les détails sur tous les sujets. En combien de temps remplit-on une gourde? La résistance d'une montre à quartz japonaise, le fonctionnement de l'air conditionné d'un hôtel, la qualité d'un vin de Bordeaux, l'avancement d'une opération. Il est sur tous les fronts et rien ne lui échappe. Peu ont résisté au pouvoir séducteur de cette force de la nature, à sa faconde et à sa légendaire cordialité. Aux yeux des Cubains, il réussit la gageure d'incarner aussi bien l'État que la protestation contre l'État et ses défaillances. Si Fidel était au courant, ça ne se passerait pas comme ça, en tentant dans les rues. Lorsqu'on ose le critiquer par précaution, on porte 2 doigts sur le menton pour esquisser une barbe ou à l'épaule pour suggérer l'étoile d'argent sur l'épaulette. Castro fait régner à Cuba la loi du silence. 200 prisons quadrillent le territoire. Il y en avait 14 en 1959, dans lesquelles croupissent en moyenne 120 prisonniers politiques, sans compter les centaines de camps de redressement. 30 000 jeunes y ont été internés entre 1963 et 1967, pour attitude contre-révolutionnaire. Aujourd'hui, il serait environ 8 500. En 60 ans de régime, 2,5 millions de Cubains sont partis en exil, sur une population de 11 millions d'habitants, et 5 775 ont été exécutés, la majorité dans les années 1960, lors de simulacres de procès. Après avoir passé 40 ans en treillis vert olive, bottes, ceinturon, pistolet, le leader Maximo s'affiche à partir des années 90 en costume 2 pièces cravate. Puis, en fin de règne, il apparaît amaigri en jogging bleu. Il a troqué le cheval pour la voiture blindée, 3 Mercedes noires identiques pour qu'on ne sache jamais dans laquelle il se trouve. De plus en plus paranoïaque, il ne se déplace plus sans des centaines de cartes du corps. Un goûteur, une ambulance, est protégé par un gilet pare-balles. Ses intimes ont accès à son bureau après être passés par un portique de sécurité dissimulé dans un long corridor, jusqu'à une porte coulissante que seul Castro, prévenu par microphone, peut ouvrir de l'intérieur grâce à une télécommande. Il lutte contre la sénilité qui vient, passant d'un abri antichimique et antiatomique à un autre, et lisant des livres d'histoire. La plus grande opacité règne sur la fin de sa vie. Il apparaît de moins en moins dans les rues de la Havane, mais il continue à faire sale comble à l'international, où il suscite une bienveillance teintée d'un brin d'admiration. Au 50e anniversaire des Nations Unies, en 1995, il est le chef d'État le plus applaudi. Le champion des humiliés électrisait le tiers-monde et suscitait l'admiration des autres. Zorro faisait encore de l'effet, selon Régis Debray. Le vendredi 25 novembre 2016, le décès de Castro est rendu public. À 90 ans, il meurt dans son lit. Il aura survécu à une dizaine de tentatives d'assassinat, et même à l'écroulement de son protecteur et fournisseur. 10 ans plus tôt, il avait délégué ses pleins pouvoirs à son frère cadet Raoul, comme une dynastie royale. Le pouvoir reste donc entre les mains de la famille. Un deuil national de 9 jours est décrété. Son urne funéraire traverse le pays durant 4 jours jusqu'à Santiago, le berceau de la Révolution. Son mausolée est situé à quelques mètres de celui de José Martí, père de l'indépendance,
et de celui des victimes de l'attaque de la caserne de la Moncada. Un retour voulu aux origines. Raúl Castro a déclaré qu'aucun lieu ni monument ne porterait à Cuba le nom de Fidel Castro, pour éviter toute manifestation du culte de la personnalité. Après avoir modelé le pays à sa démesure durant 57 ans, Castro n'en a pas besoin. Cuba est fidèle, titrait Granma le jour de sa disparition.